Thank you, Suzanne. Merci, Good morning, Suzanne. everyone. Bonjour à tous. Bon matin, tout le monde. Very happy to be here this Je suis très morning content to, d'être là ce matin be a part of this pour faire training partie forum. de ce Today is forum the de day formation. of the 5 of a Aujourd'hui deeper est le look into jour the Asian où nous allons We will examiner hear de plus from in-market près experts, as le Suzanne marché mentioned, d'Asie. who will give tips on how to do business Nous in allons these vous donner regions. des indications comment faire Today we will learn, des we'll be affaires dans learning cette about région. opportunities Nous in allons apprendre Japan. concernant les Tuesday, we'll occasions discuss dans le South marché Korea. d'Asie, On Japon, Wednesday, it'll be demain Singapore. Corée Thursday, du it'll be an Sud, overview of Vietnam. les autres And pays, Friday will be compris Southeast Asia. Vietnam, vendredi, You'll be offered Asie du valuable Sud-Est. resources this week. On vous proposera des ressources into these markets précieuses, to help you grow your comment network faire and l'entrée find dans ces possible marchés new pour faire opportunities. croître votre réseau We're extremely d'affaires. excited to offer this Nous week sommes of passionnés de vous education on proposer behalf of cette the four semaine Atlantic de provinces, formation pour le compte des COA, and 4 Global Affairs provinces through the Trade du Commissioner Service. Nord-Atlantique, de par le service Before de introducing la our first Commission. speaker, please note Avant that de présenter we'll notre have a premier question period orateur, at the nous end aurons of une the période presentation. pour les So questions à please la add your fin questions de la to the chat. présentation. There's a Vous chat pouvez button les at the marquer bottom of the, en poussant sur le bouton de chat where en bas de page your questions and sur l'écran. we'll keep Vous looking at pouvez la We taper have vos time reserved questions for them et nous the avons end. une période réservée pour vos questions vers la Note fin de that la you have access to présentation. the Notez presentation aussi through the que link vous avez below accès your aux video stream, présentations dans should le you lien prefer to follow along with the PDF. si vous voulez So to begin suivre this morning, we'll avec hear from la David personne qui parle. Bostwick, Nous allons counselor entendre of parler Commercial and Trade de Policy David Bostwick, at the conseiller Canadian et Embassy in délégué Japan. commercial principal à l'ambassade du We're Canada very au happy Japon. Nous sommes to know très that contents David is born in de Toronto. savoir et dans ce il est responsable pour l'investissement d'énergie propre, spatiale, défense, politique, dont elle ne peut pas être importante. La présentation vous avez parfait concernant les opportunités et les défis dans le marché de l'Internet. Donc, je passe la parole à David. Tout le monde, je m'appelle David Bostwick. Je suis conseiller délégué commercial principal à l'ambassade du Canada au Japon. Je fais partie de l'équipe exécutive au sein de l'ambassade responsable des relations de commerce avec le Japon. Et je dirige une équipe de 18 cadres responsables de différents secteurs, énergie, extraction forestière, manufacture avancée, automotive, aérospatiale et défense, ainsi que l'investissement technopropre et politique de commerce. Je suis chez l'ambassade maintenant depuis à peu près 3 ans. C'est mon deuxième séjour. J'étais là initialement dans les années 90. Donc, je suis revenue au Japon après 20 ans. J'aimerais prendre l'occasion de remercier rapidement l'opportunité Nouveau-Brunswick de l'invitation de vous parler aujourd'hui concernant ce forum très utile de pouvoir nous mettre en contact et engager avec les exportateurs à Nouveau-Brunswick et Canada Atlantique, et spécialement parce que je suis fils de Nouveau-Brunswick moi-même, né à Beaverton, mes parents sortent de Saint-Jean, mon père sort d'un petit village dans la vallée de Saint-Jean. Donc, aujourd'hui, la présentation concernant le Japon, ce que nous voyons comme les occasions de marché au Japon. Donc, pour la présentation, je commence avec un aperçu économique de l'économie japonaise, un aperçu de la position actuelle du Japon avant et durant la pandémie de Covid. Et je vais continuer à vous parler un peu concernant l'importance stratégique du Japon et du marché pour le Canada, sur un aperçu sur les opportunités de marché pour les entreprises canadiennes et spécialement, précisément pour les opportunités pour Nouveau-Brunswick. Nous allons terminer avec une petite discussion de l'étiquette des affaires et les concepts clés d'engager avec le Japon
dans vos efforts de promotion. Très rapidement, au niveau, le Japon a une population de 126 millions de personnes, plus de 3 fois le Canada. C'est la 3e économie du monde, après les États-Unis et la Chine. La Chine a dépassé le Japon comme la 2e économie il y a une dizaine d'années. BIP au Japon de 6,7 billions de dollars, 3e économie, et il le restera pour l'avenir proche, d'après notre appréciation. Le 4e, c'est l'Allemagne qui a 2 trillions de dollars, moins en termes de BIP. 30 billions de dollars par an de marché avec le Japon, entre le Canada et le Japon. C'est notre 4e partenaire d'affaires. Et plus importantement, je vous en parlerai plus longuement, la plus grande source d'investissement direct étranger, encore plus grand que d'autres pays comme la Chine, par exemple. Le stock d'investissement actuellement de 33 milliards de dollars. Le Canada et le Japon ont des valeurs communes très importantes. Ils voient le monde d'une manière similaire. Et nous en reparlerons aussi plus tard dans la présentation. En considérant le Japon, les gens qui ont été dans le marché depuis un certain temps vont se souvenir que le Japon a subi une expansion très importante dans les années 80, suivie d'un ralentissement, ce qu'on appelle la décennie perdue des années 90, et qui a continué jusqu'il y a 5 ou 6 ans. L'économie japonaise a subi des défis importants. Un grand défi confronté au Japon, c'est la basse population et le taux réduit de naissance. Beaucoup d'effets sur la productivité et la main-d'œuvre et les dépenses sociales. Le Japon, actuellement, 27% de sa population a plus de 65 ans. Et on s'attend à ce que la population se réduise par 1500 personnes par jour. C'est intéressant que quand on examine une ville comme Tokyo, vous entrez à Tokyo, que vous voyez derrière moi, une ville vibrante, très vibrante, une ville jeune qui attire les jeunes au Japon. Vous sortez pas très loin de Tokyo, vous voyez que le paysage est devenu creux, vide, population vieillissante. Les communautés, les villages, les petites villes en dehors de Tokyo rétrécissent. Autre chose en termes de population, on parle de 93 millions au Japon avant 2060. Au Canada, on va dépasser la population du Japon avant 2060. Parce qu'au Canada, nous aurons plus de population avant 2060 à cause de l'immigration. C'est remarquable. Et cela évoque beaucoup de craintes au Japon. Nous attribuons notre croissance dans la population à l'immigration au Canada. Nous sommes une nation qui a besoin d'immigration. Au Japon, comme d'autres pays d'Asie, il y a une résistance culturelle importante contre l'immigration, contre l'importation de populations d'autres pays, que ce soit de la région ou d'autres pays ou d'autres parties du monde. Il y a une forte résistance culturelle à accorder la permission aux gens de venir travailler au Japon, de l'étranger.
Et on parle aussi du problème des ouvriers étrangers. On va en reparler plus tard. En termes de la réponse au Japon à la pandémie Covid, la situation au Japon est pareille à la situation au Canada. Nous passons à une troisième vague d'infection, pas peut-être aussi élevée que dans certaines parties du Canada et dans l'Europe et les États-Unis, mais un grand souci ici au Japon aussi. Ici, le gouvernement essaie de faire leur mieux pour gérer la pandémie. Beaucoup de stimules qui ont été insérés dans l'économie. Comme vous voyez, vous voyez la dette au Japon est remarquable. 126% de BIP comparé au BIP. Au Canada, 68%. Au Japon, on continue à dépenser pour assurer de maintenir les profits pour les entreprises qui avaient subi une année excellente avant l'arrivée de la pandémie. Aussi en termes de Japon avec leur économie, pour gérer les problèmes par revenu, la position des femmes, surtout les femmes jeunes qui ont été grièvement atteintes par la pandémie. Encore une fois, la démographie, à cause du bas taux de fécondité, ils ont pris différentes mesures pour améliorer le taux de fécondité, la garde des enfants, la garde des personnes âgées. Pour maintenir l'économie, ils ont élevé le taux d'admettre les ouvriers étrangers au Japon. Et moi, quand je suis revenue après 20 ans, j'ai observé beaucoup d'avantages d'ouvriers étrangers, surtout dans les affaires, dans les services et dans la manufacture aussi. Mais ils n'ont toujours pas suffisamment de personnes pour combler le besoin de main-d'œuvre. Avant la pandémie, le taux de chômage était de 2%, c'est-à-dire plein emploi. Donc, un défi important pour le Japon. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arrêter ceci? Ils ont essayé d'accroître la participation des femmes dans l'économie. Ça représente un défi, point de vue structurel. Suffisamment de place pour la garde des enfants, l'attitude de la société envers la participation des femmes à l'économie. Il y a des changements importants qui se font concernant les attitudes, mais cela ne réussit pas très bien pour combler le problème. Ils ont changé l'âge de retraite qui était de 60 ans maintenant vers 65 et même 70 ans dans certains cas. Et cela a aidé dans une mesure, mais n'a toujours pas vraiment fait agrandir le taux de productivité. Alors, ils cherchent des éléments techniques comme robotique, intelligence artificielle, etc., pour aider l'économie. Alors, le Japon est un partenaire très important pour le Canada et partout dans le monde. Pour un certain nombre d'années, le Japon était le plus grand partenaire du Canada en Asie. Maintenant, la Chine l'a dépassé. Le Japon est passé au numéro 2 de nos partenaires en Asie, mais toujours la troisième économie du monde, donc une puissance économique. Et beaucoup de pays, y compris l'Amérique du Nord, se reposent sur le Japon au point de vue technologie. Un chiffre que nous aimerions présenter. Les entreprises au Japon, malgré les défis économiques, le Japon conserve sa réserve
reste 6,5 trillions de dollars en espèces disponibles pour l'investissement en capital et l'investissement direct à l'étranger. Donc, pour le Canada, il est très important de pouvoir travailler, collaborer avec le Japon pour pouvoir miner ces réserves pour représenter un choix d'investissement pour le Canada. Nous travaillons étroitement avec le Japon dans différents domaines dans le monde, dans différents forats comme G7, G20, PEC. Nos ministres, notre premier ministre et nos premiers ministres sont en contact fréquent les uns avec les autres. Le Canada fait un effort accru de travailler pour le Japon dans différents domaines qui ont des considérations géopolitiques comme Corée, Chine et bien sûr Russie. Nous voyons une croissance importante dans nos relations bilatérales, importante depuis 2-3 ans en Asie. Important parce que le Japon est une démocratie vibrante, croit en l'état de droit, respecte les droits de l'homme, leader en termes de développement durable, et comme le Canada, est libre et ouvert au marché, à la croissance inclusive. Également, il ne s'agit pas uniquement de notre gouvernement fédéral qui s'intéresse au Japon, mais le Japon est sur le radar, pour ainsi dire, des provinces, non seulement des provinces, même au sein de Tokyo et de Japon, il y a plusieurs bureaux provinciaux, Alberta, Saskatchewan, Ontario et Québec. Les municipalités aussi qui ont des relations étroites avec le Japon. C'est mieux de comprendre et voir ce que nous pouvons faire pour pousser cette relation vers l'avant. On essaye de travailler ensemble avec le Japon pour renforcer nos relations commerciales. Bien sûr, il y a les barrières linguistiques et culturelles. Dans le cas du Canada, de l'Est et de l'Atlantique, bien sûr, et nous connaissons bien ces barrières, mais en tout cas, on va faire tout pour combattre cette petite barrière. Et comme vous voyez sur les images à droite, vous voyez HMC Winnipeg. Et puis, vous avez aussi un plan de surveillance PDM. Cette image a été prise il n'y a pas longtemps sur la côte du sud-est, dans la mer de Chine, où le Canada a travaillé avec le Japon, le Singapour et autres pour imposer des sanctions sur la Corée du Nord. Et à travers ces possibilités, on a vu d'autres avoirs et d'autres opportunités dans la région. On a une relation très forte de sécurité avec le Japon et cela renforce déjà la relation qu'on a concernant les relations commerciales. C'est également dans l'intérêt du Canada d'avoir paix dans cette région. Et bien sûr aussi d'avoir accès à cette zone Indo-Pacifique libre et ouverte. Maintenant, concernant ce marché vaste, tous ceux qui connaissent l'Asie, on sait qu'il s'agit d'un marché très sophistiqué avec beaucoup de demandes, qualité, fiabilité. Le Japon essaye d'obtenir des produits de haute qualité et de fiabilité à cause de la taille du marché. Il s'agit d'un marché très concurrentiel. Tout le monde, chaque pays, chaque entreprise qui a un intérêt pour s'élargir mondialement se trouve au Japon. C'est une opportunité, mais c'est également un défi, n'est-ce pas? Il y a ces opportunités qui viennent avec cette richesse. Lorsque vous avez un bon produit ou une solution unique, alors
il y aura probablement une opportunité et ça serait un intérêt donc pour les entreprises pour travailler au Japon, mais le défi est que lorsque vous avez beaucoup de compétiteurs de l'Amérique du Nord ou autre, ça va devenir un très grand défi pour trouver un espace pour pouvoir commercialiser vos produits et vous ne connaîtrez pas nécessairement la réussite. La relation avec le Japon, il s'agit de minéraux, il s'agit des produits de base, également du bois vers le Japon et d'autres aspects de la relation étaient aspirationnels. On voulait maintenant voir le Canada faire davantage de choses. C'était un grand défi. On a vu les idées du Japon concernant les capacités. Cela s'est changé énormément au cours des dernières 20 ans. Bien sûr, les minéraux et les produits forestiers, tout ce qu'on exporte est formidable. Et au Japon, on sait que les gens sont très intéressés dans tous les éléments technologiques, matière d'innovation, sciences et technologies, les ACT. Ça prend de plus en plus d'importance à mesure que nos liens économiques évoluent. Pour nous, les secteurs prioritaires pour le Japon sont vastes. Il y a approximativement 50 commissaires qui travaillent dans la commission d'agriculture dans tous les secteurs. On a beaucoup de priorités. Il y a l'aérospatiale, bien sûr. Et là, on travaille avec les entreprises japonaises, avec l'entretien des aéronefs, et également un développement innovateur pour l'aérospatiale. Bien sûr, il y a l'agriculture qui joue toujours un rôle très large. Puis il y a alimentation et boissons. Ça fait partie de nos exportations, comme toujours. Aussi d'autres biens et services. On a des céréales, le canola, mais on travaille aussi dans d'autres domaines à cause du PTP-GP. On peut maintenant exporter également des fruits frais ou surgelés. Puis, concernant les arts et les industries culturelles, le Japon a une tradition longue avec ces domaines. Et là, on voit des opportunités pour nous pour faire davantage donc dans les arts et industries culturelles. On pourrait exporter dans ce domaine-là. Puis il y a l'automobile. Le Japon et le Canada, Toyota, Honda, il y a des investissements à faire. Togo est le manufacturier le plus large au Canada. C'est un secteur mûr. Il y a les véhicules autonomes sur lesquels on travaille maintenant. Les entreprises japonaises doivent être à même d'importer le logiciel et aussi le logiciel mou et dur et souple, mais aussi c'est l'électrification des automobiles qui va jouer un rôle de premier plan dans l'avenir et c'est là où on essaye de trouver notre niche. Puis il y a l'éducation. Il y a 400 000 Japonais travaillent et prennent leurs cours à l'extérieur, donc l'éducation de leur pays, donc l'éducation est très importante. Il y a les Canadiens qui vont au Japon pour enseigner l'anglais et vice-versa. Il y a des Japonais qui s'enregistrent dans les programmes de langue anglaise au Canada. Là, on voit beaucoup de croissance. Vers 2050, on voit aussi un accroissement énorme dans le domaine des technologies propres, énergie renouvelable, solaire. On travaille sur des projets solaires au Japon. On travaille aussi pour les grandes entreprises éoliennes.
au Japon pour que le Japon puisse satisfaire aux objectifs propres. Et puis l'infrastructure de défense et de sécurité, il s'agit d'un domaine sans croissance significative jusqu'à présent, mais le Japon va au-delà et regarde au-delà de ses propres frontières concernant les produits de sécurité. On travaille plus étroitement avec le ministère de Défense, la garde côtière, et on essaye de trouver toute opportunité pour commercialiser les produits de défense et de sécurité canadiennes. Il y a des initiatives au Canada qui nous donnent les plateformes dont on a besoin pour s'élargir. Et puis il y a l'infrastructure qui est d'intérêt. Les Japonais s'intéressent beaucoup au développement de l'infrastructure partout. Donc, bien sûr, on essaie de trouver des niches pour l'infrastructure, pas seulement pour le développement de l'infrastructure au Canada, mais aussi en Asie du Sud-Est. Le marché est dominé au Japon par les grands acteurs japonais, mais il y a quand même beaucoup d'opportunités pour les différents pays, y inclus le Canada. Il y a aussi les produits du bâtiment et services connexes qui sont intéressants. Et là, il y a beaucoup de niches. La taille de ce marché se réduit légèrement, mais quand même, il y a toujours des possibilités. Puis, il y a les sciences de la vie. Avec la pandémie, on a une grande coopération avec le développement des vaccins, par exemple. Il y a différents moyens pour combattre la pandémie, mais aussi les soins de santé, les produits de soins de santé. Puis, il y a l'exploitation minière. C'est un pilier très important de notre relation. Les minéraux peuvent être très importants, par exemple dans la fabrication des piles, des batteries. Donc là, le Canada entre dans la scène d'intérêt. Et puis, bien sûr, il y a le pétrole et le gaz qui est l'avenir de notre relation. Le Japon a investi énormément dans le pétrole en Canada de l'Ouest et on espère que à travers les différents projets d'infrastructure qui sont en cours, qu'on va voir des étapes significatives pour améliorer encore notre relation commerciale concernant le pétrole et le gaz. Bon, je vous ai déjà parlé de l'importance des investissements directs étrangers à cause de notre relation. Le Japon est la principale source d'investissement direct étranger du Canada en provenance d'Asie. Le secteur de l'aérospatial est touché par cela de manière positive. Donc, les secteurs d'intérêt restent pertinents et il y a des domaines tels que l'industrie manufacturière, l'énergie et les ressources. Il y a beaucoup d'intérêt, surtout dans les industries du centre du Canada. Il y avait un investissement de plusieurs billions de dollars au centre du Canada. Il y a les investissements du Japon qui coulent dans le secteur du gaz. Aussi le gaz liquide propane, on a commencé à l'exporter vers le Japon l'année dernière. Donc on est dans ce domaine et il y a d'autres ressources pour l'exploitation minière, mais aussi concernant les industries du bois. Le Japon voit au Canada un leader innovateur et on essaye de trouver
des occasions d'affaires dans le secteur technologique dans différentes régions dans le pays. Surtout, on est intéressé concernant les technologies transversales telles que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, l'Internet des objets, la cybersécurité. Il y a beaucoup de compétition, bien sûr. Les gens se penchent sur le marché tech et je vais en parler un peu plus tard. Les compagnies japonaises, lorsqu'ils veulent les investissements, là, ils se penchent sur des investissements minoritaires. Ils veulent travailler ensemble avec les entreprises et mettront sur pied de nouvelles entreprises en démarrage dans leur vaste réseau de clients et de secteurs d'activité au Canada. Ils veulent voir la croissance. Ils veulent voir la croissance de ces activités au Canada. Ils sont intéressés dans notre talent, talent qui n'existe pas au Japon, mais qui existe au Canada. C'est à cause des défis démographiques qu'ils ont, mais aussi ils se sont rendus compte au fur et à mesure qu'ils n'étaient pas à même de développer ces technologies aussi rapidement que c'était nécessaire. Donc, pour recherche et développement, ils ont une nouvelle approche et ils sont ouverts pour investir dans ce domaine. Et ils investissent également dans ces pôles d'innovation qui leur permettent de faire de la veille technologique et de collaborer avec des chercheurs universitaires dans ce domaine. On voit de grandes compagnies qui travaillent avec leurs chercheurs au Canada pour développer cet angle du marché. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit de la pandémie, nos relations commerciales avec le Japon sont restées stables au cours de l'année 2020. Mais en effet, jusqu'en novembre, les exportations n'ont diminué que de 1%. Il s'agit de la croissance dans les exportations énergétiques qui sont responsables pour cela. Je viens de vous dire qu'on est en train maintenant d'exporter du gaz liquide vers le Japon. Cela renforce les relations commerciales. Mais c'est également à cause de l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste qui nous a aidés à maintenir le niveau. Et en effet, c'était la raison pour la conception de ce PTPGP. Grâce à l'accès préférentiel, on a travaillé étroitement ensemble avec ce partenaire qui est le deuxième partenaire le plus important pour le Japon. Donc, le Canada est le deuxième partenaire. Cet accord de partenariat transpacifique global et progressiste est l'accord que le Canada a toujours voulu avoir avec le Japon et vice-versa. Cela améliore également la stabilité pour attirer des travailleurs très aptes et compétents, une main-d'œuvre très qualifiée, et cela présente une niche d'investissement. Maintenant, le 1er avril 2021, on va aborder la première tranche. On travaille sur la 4e réduction tarifaire et là, il va y avoir beaucoup d'autres avantages liés à cette 4e réduction. Avec la main-d'œuvre, on peut utiliser le PTPGP pour attirer les investisseurs japonais vers le Canada et aussi vice-versa. Les Canadiens vont être attirés au Canada à travers ce PTPGP. Comme avec tous les accords commerciaux, là, on traite également des barrières non tarifaires qui rendent le commerce plus uniforme, plus transparent et plus prévisible. Maintenant, on se penche sur les occasions pour le Nouveau-Brunswick. Alors, je me penche sur quelques avantages dont je viens de vous
parlé avant, on voit beaucoup d'avantages dans différents domaines, tels que par exemple les fruits de mer, aussi les bleuets surgelés, les frites surgelées, les crabes des neiges. Le Japon a signé plusieurs accords au cours des dernières années, mais le PTP-GP renforce la relation avec le Canada. Ils ont également signé des accords récemment avec ASEAN, avec la Chine, bien sûr aussi avec l'Europe. Et il y a des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni et avec les États-Unis. Le Japon et les États-Unis ont signé un accord sur les marchandises, mais qui était limité dans la portée. Là, on a défini ce que les États-Unis peuvent exporter et ne pas exporter. Ce qu'on voit dans cet accord, c'est que les bleuets ou les fruits de mer n'étaient pas surgelés, n'étaient pas couverts par cet accord avec les États-Unis. Alors là, on a un avantage. Un autre domaine clé qu'on voit concernant la croissance, à cause de ce PTP-GP, les entreprises japonaises cherchent activement à diversifier leurs sources d'approvisionnement en raison de la pandémie. Et je vais vous en parler, comment se fait ce transfert actuellement. Vous voyez sur cette diapositive qu'il y a assez d'outils sur place. Global Affairs Canada nous a montré où se trouvent les avantages en raison du PTP-GP et en raison du marché canadien. Je vous encourage de se pencher sur ce site web. Allez sur le site web de CTPPP. Là, vous allez voir les niches intéressantes. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site web et notre canal YouTube. Là, vous allez voir beaucoup de produits qui sont affichés pour trouver des niches pour pouvoir exporter vos produits. La pandémie, bien sûr, avait beaucoup d'impact sur le commerce au niveau mondial. Concernant le commerce avec le Japon, et nous avons vu des accroissements énormes dans les exportations de bœuf et de porc parce que les consommateurs ont consommé davantage, ils ont aussi acheté davantage, ils étaient préoccupés et ils avaient peur qu'ils ne pouvaient plus acheter ou trouver ces produits dans l'avenir à cause de la pandémie. C'était la même chose ici dans les supermarchés. Mais il s'agit aussi à cause des turbulences dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, à cause de la limitation des voyages internationaux et aussi la clôture du marché du tourisme. Et nous voyons donc des chiffres records. Beaucoup de choses ont changé. Les hôtels, les grandes salles de réception, bon, et les restaurants, il y a énormément de choses qui se sont passées. Il y a par exemple les mariages qui sont rapportés à plus tard. Alors, ils font tout ce qu'on peut pour redresser le marché, par exemple, en faisant le transfert où les consommateurs ont accès. Des petits restaurants familiaux qui offrent des options de plats à emporter. Et puis, il y a Uber Eats. Uber Eats est le grand business ici au Japon. Les gens commandent tous en se servant de l'application Uber. Et les acheteurs japonais sont surtout intéressés à des produits alimentaires innovants, fonctionnels et sains. Cela a trait aussi à cause à leur population vieillissante. Ils sont très
inquiets pour la population âgée. Donc, ils veulent des aliments qui ont beaucoup d'oxydants. McKinsey, en bas de la planche, vous voyez, là, il parle du changement majeur dans le comportement des consommateurs. Donc, il y a une transition vers la valeur et l'essentiel. Il y a beaucoup plus d'achats qui se font à travers le numérique. Et il change aussi de loyauté. La loyauté est ébranlée. À l'époque, les consommateurs étaient très loyaux par rapport à certains magasins. Maintenant, ils sont devenus plus flexibles. Comme ils ne peuvent plus voyager, ils n'ont pas accès direct à certaines marques et donc ils changent de marque, de magasin. La manière de faire leurs achats a changé. Il s'agit maintenant plutôt d'une économie à domicile. Et les gens aussi ne sont pas prêts à se remettre à dépenser comme avant la pandémie. C'est aussi un point à garder à l'esprit. Rakuten, c'est le plus grand marché de commerce électronique du Japon. Là, eux, ils ont connu une augmentation énorme des ventes de produits alimentaires et d'épicerie sur sa plateforme pendant la pandémie. Et ça, c'est définitivement un impact de la pandémie. On le voit un peu partout. On le voit pas seulement pour l'alimentaire, mais aussi pour les vêtements et autres produits. Et nous devons également transférer nos idées et on travaille ici à l'ambassade étroitement ensemble avec ceux qui sont intéressés à faire de ventes sur Internet et qui sont intéressés par cette niche du marché japonais. Pour clôturer, si ça vous intéresse, pour travailler au Japon, on peut vous mettre en contact avec des entreprises. Vous savez que le Japon fonctionne légèrement différemment des autres pays, n'est-ce pas? Il y a des missions, bien sûr, en Chine, au Taïwan, qui sont aussi intéressantes, mais avec le Japon, et là, ça prend du temps. Il vous faut beaucoup de patience. Mais les résultats peuvent être super pour votre mélange d'exportation. Ça peut vous aider. Les entreprises japonaises recherchent des relations à long terme et sont souvent très, très loyales. Surtout dans une période difficile, comme maintenant avec la pandémie. On voit que le Japon reste un partenaire très loyal envers ses prestataires de services canadiens et les entreprises canadiennes. Et lorsqu'il y a des problèmes avec des chaînes d'approvisionnement, on ne voit pas les importateurs japonais qui font le transfert rapide vers d'autres prestataires ou vers d'autres livreurs. Donc, c'est vraiment une nation et qui met sur la loyauté. Donc, il s'agit d'une relation à long terme que vous aurez avec le Japon. Et on travaille de la manière ascendante, du bas vers le haut. C'est comme ça que aussi la prise de décision se fait de façon ascendante. À fur et à mesure où vous développez votre relation, vous serez introduit dans d'autres volets de l'économie de l'Asie du Sud-Est, aussi au Taïwan. On a un exemple où le monsieur a pu alors reconnaître à travers toute cette chaîne et a pu faire la connaissance d'un grand marché, d'une grande niche au Taïwan. Et nous avons vraiment l'impression que le niveau de pouvoir travailler au sein de ces entreprises est très comparable maintenant à cause de la pandémie, à cause de l'évolution des entreprises.
cela devient très intéressant pour nous. C'est la préparation qui est essentielle ici pour fournir des renseignements détaillés sur votre entreprise, sur vos produits. Il faut aussi être préparé que les Japonais viennent vous visiter sur place, viennent visiter votre recherche et développement, votre usine, votre ferme. Et puis, il faut être prêt pour répondre à des questions très détaillées, parce que les Japonais ils sont très orientés vers le détail. IP n'est pas une préoccupation pour nous. Moi, je travaille ici depuis 2 ans et demi et il n'y a pas vraiment de problème IP ici. Significativement différent des autres marchés avec lesquels j'ai traité dans le passé. Et les Japonais comprennent aussi que l'IP doit être protégé. Vous n'avez pas besoin de se soucier de travailler avec eux concernant la cybersécurité. Vous pouvez vous sentir à l'aise. Mais il faut aussi comprendre les coutumes et les traditions japonaises de base. Par exemple, l'étiquette des cartes professionnelles. Il faut avoir ces cartes professionnelles. Il y a quelques entreprises qui ont choisi de ne plus utiliser ces cartes, mais c'est toujours très important au Japon. Et c'est très important toujours de faire le suivi. Les entreprises, lorsqu'ils vous voient, ils veulent voir votre niveau de réponse, ils veulent voir la rapidité de votre réponse, ils vous suivent, vos actions sont surveillées. Donc, il faut réagir rapidement et prendre les préoccupations au sérieux. Aussi, maintenant, tout est encore fermé, mais lorsque les marchés se réouvrent avec les voyages, il faut que les produits soient disponibles au moment où tout cela va s'ouvrir de nouveau, n'est-ce pas? La démonstration des produits et des promotions. Un grand merci pour me donner l'opportunité de vous parler aujourd'hui sur la place du marché du Japon. En dépit de la pandémie, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent au Japon. Nous avons 50 commissaires commerciaux qui peuvent être en contact avec vous. Lorsque vous voulez être en contact avec nous, s'il vous plaît, envoyez-nous un email à japancommerce@international.gc.ca. Cette adresse email sera passée en revue chaque jour et on va vous répondre. On fait le travail avec due diligence de notre côté. J'espère de vous voir ici sur la place du marché lorsque la situation est de nouveau sécurisée point de vue pandémie et où les voyages sont de nouveau possibles. Un grand merci. Merci David pour cette présentation aujourd'hui sur les opportunités et les défis pour faire les affaires sur le marché japonais. Alors maintenant, je vais me pencher sur les questions du chat. Je veux savoir le feedback de l'audience, aussi un rappel, s'il y a davantage de questions, vous pouvez les poser en français ou en anglais et puis on va vous envoyer les réponses plus tard lorsqu'on ne peut pas les répondre toutes ici dans cette séance. David, on a parlé un petit peu de cette industrie des fruits de mer surgelés. On a beaucoup de fruits de mer de haute qualité, les homards, les crabes de neige. Quel est votre sentiment là-dessus? Bon, ça fait partie de l'industrie des services alimentaires ici. C'est très valorisé pour les restaurants, pour les consommateurs. Il y a différents ports d'entrée. À cause de Covid, il y avait eu des défis
Et les gens, par exemple, n'organisent pas ces mariages énormes, les hôtels avec le tourisme. Tout cela a été coupé. Il y a des défis énormes confrontés par le secteur du tourisme. Ce qui est intéressant quand même, c'est que les produits que les homards deviennent de plus en plus disponibles dans les épiceries locales. Vous, vous entendez que chez nous, à la maison, en Ontario, les consommateurs ont des problèmes à trouver de l'homard. Mais ici, au Japon, on voit de plus en plus d'homards surgelés. Ici à Tokyo, dans les magasins où je me rends, là, je vois des homards, je vois des homards surgelés à des prix très raisonnables. Mais le marché pour acheter des homards frais, alors cela reste un défi. C'est une économie qui bouge. Alors, quelles sont les préoccupations et les obstacles pour pouvoir développer une chaîne d'approvisionnement fiable avec le Japon? Bon, les Japonais se préoccupent de la distance. La distance est un grand problème concernant les transports. Ils veulent s'assurer qu'ils sont bien connectés avec les entreprises. Il y a la logistique, il y a le transport qui est abordé par l'entreprise canadienne qui fait commerce avec le Japon. Si les produits sont entrés à travers la voie des avions ou des ports, le Canada de l'Est serait responsable pour les ports, n'est-ce pas? C'est une grande préoccupation. Les Japonais, on sait qu'ils sont très disciplinés, veulent obtenir les produits à l'heure. Eux aussi, ils fabriquent avec beaucoup de discipline. Mais beaucoup de services et de produits ne sont pas nécessairement expédiés directement au Japon, mais peuvent être expédiés vers d'autres volets du Canada ou des États-Unis du Nord. Ce qui les préoccupe, c'est accès libre à de l'ALENA, surtout pour avoir accès au marché des États-Unis du Nord. On a vu des défis de la chaîne d'approvisionnement concernant Covid, par exemple avec les exploitations du porc. Les Japonais ont le désir de travailler avec les entreprises canadiennes pour surmonter ces défis. Et ce que je viens de vous dire dans ma présentation, ils ne vont pas vous laisser tomber. Ils vont travailler avec vous pour surmonter les défis, mais il faut être ouvert et honnête avec eux et parler des problèmes. On va prendre encore une question. Et puis, pour ceux qui ont encore d'autres questions, on va les répondre aussi rapidement que possible. On va vous envoyer les réponses. Une dernière réponse. Y a-t-il un accroissement dans la demande des produits de santé naturelle? Ah oui, il y a une population vieillissante. Les Japonais sont des gens qui se concentrent sur leur santé, sont très consciencieux de la santé. Ces produits de santé naturelle constituent une niche croissante. Et puis, il y a les canaux de vente qui s'ouvrent. Comme je viens de vous parler dans ma présentation, le commerce électronique, cela devient un canal très intéressant pour les entreprises canadiennes pour faire entrer les produits de santé naturelle sur le marché japonais. C'est un domaine où on voit beaucoup d'accroissement. Par exemple, les huiles essentielles spéciales ou d'autres produits naturels qui sont consommés en grande quantité ici au Japon pour améliorer la santé. On n'a plus de temps à notre main, mais merci beaucoup David pour nous avoir parlé aujourd'hui parce que chez vous c'est le soir, c'est déjà la nuit. Merci d'avoir parlé à propos de vos marchés. Rappelez-vous, si vous avez
des choses que vous avez ratées, vous avez accès sur notre plateforme à l'exposé de David. On va faire une pause rapide. Comme ça, vous pouvez rafraîchir votre café, vous pouvez lire vos messages. Comme on va répondre à toutes les questions qu'on n'a pas encore répondues et on va se retrouver à 9h15 à 10h15 pour notre intervenant suivant. Un grand merci.